Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la justice prud'homale. La Cour de cassation valide le plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif, une mesure issue des ordonnances Macron, mais que certains conseils prud'homaux ne suivaient pas. Ils invoquaient le droit international et considéraient que les salariés pouvaient être lésés. L'avis de la Cour de cassation va-t-il mettre un point final à ce vent de contestation ? #OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Pierre Jacquemin à Stéphane Vernet. Nous reviendrons sur le jour d'après la démission de François de Rugy. C'est donc Elisabeth Borne, déjà ministre des Transports, qui prend le portefeuille de l'écologie. Est-ce la bonne personne ? Peut-elle faire les deux ? Analyser, débat dans 10 minutes. Et puis l'actualité, c'est aussi l'élection d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Ça passe tout juste, l'Allemande est mal élue, disent déjà ses adversaires. Est-ce que ça compliquera sa tâche ? On posera la question à notre invité dans l'entretien. Ce soir, c'est Richard Verly, journaliste spécialiste des questions européennes. D'abord, retour sur les faits avec Marie Brémaud. La partie a été serrée, mais de justesse, elle prend la tête de la Commission européenne, avec seulement 9 voix de plus que la majorité absolue. Ursula von der Leyen, cette femme de droite, a dû faire les yeux doux à la gauche. Ce n'est pas la population qui sert l'économie, c'est l'économie qui sert la population. En mer, il y a le devoir de sauver des vies. Oui, bien sûr. À 60 ans, l'ex-ministre allemande de la Défense est la première femme à la tête de la Commission européenne. Cette proche d'Angela Merkel sait bien qu'elle n'a été que le deuxième, voire le troisième choix, et qu'elle est arrivée là un peu par défaut, victime des atermoiements des chefs d'État qui ont tant tardé à trouver un consensus. En Allemagne, elle a connu une ascension politique rapide, mais elle n'a pas su trouver sa place au sein de sa famille politique, la CDU, et ces derniers temps, elle était de plus en plus sous le feu des critiques. Il lui faut maintenant convaincre au niveau européen. Et on va aller plus loin avec notre invité ce soir. Richard Verly, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes correspondant à Paris pour le journal suisse Le Temps. Ursula von der Leyen élue de justesse, mais élue quand même. Les socialistes ont un peu tué le suspense à quelques minutes du vote. Vous avez été surpris ? Je n'ai pas été surpris de leur ralliement parce qu'il était clair que s'ils avaient voté contre, c'était une fracture énorme et également une fracture institutionnelle entre d'un côté la Commission et de l'autre le Parlement. Et quant à son score, on sent bien qu'au sein des différents groupes politiques, les franges les plus réticentes à la nomination d'Ursula von der Leyen lui ont fait payer. Mal élue, comme lui a fait remarquer un journaliste italien juste après le vote, ce à quoi elle a répondu « Dans la démocratie, la majorité, c'est la majorité ». Elle balaie un peu vite le problème, d'après vous ? Je ne pense pas. Non. Je pense qu'elle a raison, parce que c'est la réalité. Il lui fallait cette majorité absolue. Elle l'a avec 9 voix d'avance. Ce n'est pas un triomphe, loin s'en faut. Mais elle passe. Elle est maintenant confortée dans son pouvoir. Elle réussit à avoir cette majorité, au fond, à 3 pieds. Largement les conservateurs, évidemment, puisqu'elle vient de ce camp-là. Les libéraux centristes, le camp d'Emmanuel Macron et les socialistes, dont certains se sont sans doute fait tirer les oreilles. C'est autour de ce pôle, on le voit bien, que vont se constituer les prochaines majorités. Les grands perdants, on peut le penser, ce sont les Verts, parce que, d'une part, eux avaient décidé de voter contre, et vous aurez remarqué que dans les grandes nominations à la tête des institutions européennes, ils n'ont rien obtenu. Si on regarde justement le détail des votes, qui a voté pour elle ? Est-ce qu'il y a un spectre très large ? Est-ce qu'il y a des surprises ? Alors, le vote était à bulletin secret, donc on ne peut pas savoir comment se sont organisés les eurodéputés, mais ce qu'on peut penser, c'est clair, c'est que les conservateurs ont voté très largement pour elle. Les libéraux centristes, comme je le disais, également, parce que Ursula von der Leyen, on l'a beaucoup dit au moment du sommet, vous vous souvenez, est la candidate d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron. Et du côté des socialistes, il y a probablement eu pas mal de ressentiments, car à un moment donné, là aussi, vous vous souvenez, il était question que Timmermans, le néerlandais socialiste, prenne la tête de la Commission. Finalement, ça n'a pas été possible, et donc il y a eu des règlements de compte dans l'urne. Juste avant son élection, certains eurodéputés lui ont fait part de leur hostilité, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le cas de Yannick Jadot qui l'a vivement interpellé, c'était hier matin, créant au passage d'ailleurs le premier moment fort peut-être de cette nouvelle séquence européenne. Je voudrais qu'on la regarde ensemble et je vous fais réagir après. L'accord avec le Mercosur, c'est la mondialisation de la malbouffe, c'est l'emballement climatique, c'est la disparition des paysans au nord et au sud, des paysans dont vous n'avez pas dit un mot dans votre intervention. Alors si vous voulez défendre le projet européen, si vous voulez ne pas vendre l'Europe aux multinationales de l'agrobusiness et du lobby automobile,
Si vous ne voulez pas donner l'Europe à l'extrême droite, au Brésil et dans cet hémicycle, si vous voulez la rendre aux citoyens, eh bien condamnez et stoppez l'accord avec le Mercosur et revoyez la copie de la Commission européenne sur la politique agricole commune. Là, vous serez en accord avec vos valeurs. On la sent, la colère des Verts dont vous parliez à l'instant. Qu'est-ce que ça dit de cette nouvelle Europe qu'on peut considérer comme morcelée aujourd'hui, cette séquence-là? Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une posture personnelle de Yannick Jadot qui veut s'imposer comme l'un des nouveaux ténors du Parlement européen. On le sait, il a été bien élu en France et donc il en profite sur ce dossier de l'accord avec le Mercosur qui est un dossier extrêmement explosif. La deuxième chose, effectivement, il y a un vrai ressentiment chez les Verts et là, on peut les comprendre. Ils représentent quand même l'avenir. Les jeunes couches de la population européenne ont voté pour eux, et ils n'obtiennent aucun poste majeur. Et par ailleurs, on voit bien que dans ces différentes interventions, Ursula von der Leyen ne leur a pas lancé beaucoup en quelque sorte, de propositions qui vont dans leur sens. Donc oui, il y a une fracture qui est en train de s'installer. Elle-même n'a pas un profil vraiment pro-écologie, elle a plutôt un profil de dirigeante conservatrice en Allemagne. Sa popularité, elle l'a surtout eu sur des dossiers liés à la famille et liés au droit du travail. Elle a été celle qui a défendu les congés pour les pères et elle a été également celle qui a fait évoluer le droit du travail en Allemagne. Par contre, donc, sur tous ces dossiers de la transition écologique, on l'attend et évidemment pour elle, ça va être l'élément central, sachant qu'elle a demandé, mais sera-t-elle écoutée, que les pays membres envoient des Verts en priorité comme commissaires. Et là, c'est renvoyer les pays membres devant leurs responsabilités. Par exemple, la France. Est-ce que la France va envoyer un écologiste comme commissaire européen? On peut imaginer qu'il y aura des séquences houleuses plus fréquemment qu'avant parce que cette Europe est un peu divisée et que peut-être cette femme a été un peu mal élue tout de même. Alors, ce qui est sûr, c'est que la configuration du Parlement européen devient beaucoup plus propice aux batailles dans l'hémicycle, puisque nous n'avons plus la fameuse majorité à deux partis entre les conservateurs et les sociaux-démocrates. Donc, il va falloir qu'à chaque fois, la Commission, sur ses projets de directive, obtienne une majorité ad hoc. Et qui dit majorité ad hoc, dit négociation et prise de position très dure. Donc, oui, il va y avoir des difficultés pour la Commission dans ce Parlement, mais moi, je le vois plutôt de manière positive, parce que si le système fonctionne, ça devrait permettre à cette législation européenne d'épouser davantage les vœux de la population. Il y en a un qui a sûrement poussé un ouf de soulagement hier soir avec cette élection, c'est Emmanuel Macron. Il a d'ailleurs déclaré « Nous pouvons être fiers de l'Europe ». C'est ainsi qu'il a réagi hier soir. Est-ce qu'on peut vraiment en être fier ? Je crois que oui. Je crois que cette nomination d'Ursula von der Leyen, avec les difficultés qu'on vient de citer, est une bonne nomination. Elle a d'ailleurs fait un très bon discours le matin même de son vote, qui a été salué à peu près par tout le monde et qui contrastait nettement avec ses premiers pas devant le Parlement européen. Elle n'avait pas convaincu la semaine dernière. Absolument. Donc ça prouve qu'elle sait apprendre, ça prouve qu'elle apprend vite. Elle a par ailleurs quand même le soutien de l'Allemagne et c'est important. Bien évidemment, en France, l'Europe allemande, ça fait toujours peur. Mais si vous n'avez pas l'Allemagne avec vous, vous n'y arrivez pas. Ça, c'est un point important. Une petite victoire pour Emmanuel Macron aussi ? Je pense clairement une victoire, une vraie victoire pour Emmanuel Macron, qui avait souligné d'ailleurs au sommet européen qu'elle est aussi francophone. Elle a grandi à Bruxelles. C'est une fédéraliste européenne assumée. Très franchement, parmi les dirigeants potentiels de l'Union européenne et des institutions, elle est sans doute celle aujourd'hui qui avait à la fois le plus petit dénominateur commun et probablement le plus d'ambition possible. L'un des premiers dossiers auxquels elle va devoir s'atteler, c'est l'interminable feuilleton du Brexit. On en parle souvent au VPL. On a déjà un avant-goût de ses intentions. Elle envisage un nouveau report si besoin. Ça fait partie de ses toutes premières déclarations. Que faut-il en penser ? Alors, ce n'est pas pour rien qu'elle est considérée comme la dauphine, ou elle était l'une des dauphines d'Angela Merkel, parce que la position allemande, traditionnellement, c'est de dire, écoutez, une difficulté sur le Brexit qui conduirait à un no deal serait une catastrophe économique. Les Allemands ne veulent pas d'une catastrophe économique. Donc, par conséquent, pour elle, le bon choix, c'est celui d'attendre que les Anglais soient prêts à un accord. Et là, pour le coup, il y a un clash possible avec la position française, parce que la position d'Emmanuel Macron, jusqu'à maintenant, a été inverse, c'est de fixer une date butoir pour obliger les Anglais à se prononcer. On va voir ce que ça donne à la rentrée. Mais effectivement, de ce point de vue-là, elle est calée sur la position Merkel. Vous vous souvenez que lorsque tout ça avait été discuté en juin à Bruxelles, Angela Merkel s'était même prononcée pour un report de 2 ans, de manière à, en quelque sorte, laisser les Anglais régler leurs problèmes internes, parce qu'on a tous compris que le problème du Brexit, c'est un problème britannique, ce n'est pas un problème européen aujourd'hui. Sauf que ça a déjà créé des remous, ça a fait hurler Nigel Farage, je le cite, « Vous venez de rendre encore plus populaire le Brexit au Royaume-Uni. Dieu merci, nous sortons », voilà ce qu'il lui a déclaré. Réponse d'Ursula von der Leyen, non moins ferme. Des parlementaires comme vous, on peut s'en passer. C'est une présidente de commission qui ne se laissera pas faire sur ce dossier ? Je pense, et je
pense que sur ce point aussi, elle a raison. On peut se passer de Nigel Farage au Parlement européen. D'ailleurs, il a l'intention d'en partir. Ce qui est certain, c'est que le Brexit, il y a une réalité. La pire des solutions des deux côtés de la Manche, ce serait le no deal. Ce serait une absence d'accord parce que dans une période encore de grande incertitude économique avec les États-Unis, avec la guerre commerciale avec la Chine, ça fragiliserait l'Europe. Donc que de ce point de vue, Ursula von der Leyen, je dirais en bonne allemande, préconise la solution de sécurité. Ça me paraît pas étonnant, mais également assez raisonnable. Merci beaucoup Richard Verly pour votre éclairage ce soir sur ce dossier européen, correspondant à Paris pour le journal suisse Le Temps. Merci infiniment. Merci. OVPL continue avec le match des idées. Il va opposer dans un instant Pierre Jacquemin à Stéphane Vernet. On va revenir sur le passage de témoin au ministère de l'écologie. Exit François de Rugy, place à Elisabeth Borne. Un peu d'amertume pour le premier, un besoin de très vite faire ses preuves pour la deuxième. Deux portefeuilles de cette importance. Est-ce gérable pour une seule et même personne? On va se poser la question avec nos invités. D'abord, retour sur cette journée avec Alizé Boissin. Il y avait de l'amertume dans la passation entre François de Rugy et Elisabeth Borne. Une passation qui intervient 24 heures seulement après la démission du ministre d'État. Ému, l'ancien ministre admet une erreur, mais défend son bilan. Je crois qu'aucune maladresse commise, aucune erreur regrettée et payée au prix le plus élevé et le plus cruel ne peut venir effacer les actes posés, les avancées réalisées, les moyens dégagés pour mener concrètement une politique de progrès écologique. Et croyez-moi, ici, dans ce ministère, la bataille des moyens est une bataille de tous les instants. Accompagné par son épouse, celui qui redeviendra député de Loire-Atlantique s'est dit soulagé par cette décision. Une décision saluée par Emmanuel Macron, qui lors du Conseil des ministres a évoqué le sens des responsabilités de François de Rugy. Quant à Elisabeth Borne, elle n'a pas tardé à reprendre le flambeau. Un acte fait d'écoute du terrain, de confiance dans les territoires et dans les partenaires sociaux, et de détermination à changer concrètement le quotidien de chacun. Un acte dans lequel la transition écologique et solidaire est la première des priorités. La page de Rugy tournée, Elisabeth Borne a aussitôt ouvert avec détermination le chapitre de son nouveau portefeuille. En effet, pas de temps à perdre pour la ministre qui s'est rendue dans la foulée au Sénat défendre la loi énergie et climat. Un texte qui prélude à d'autres dossiers majeurs que devra défendre Elisabeth Borne. La feuille de route énergétique et le verdissement des transports seront les points chauds de son mandat. Avec nous pour le match des idées ce soir, Pierre Jacquemin, bonsoir. Rédacteur en chef de la revue Regard. On va d'ailleurs regarder la une. Après la dédiabolisation Le Pen, le projet diabolique. Stéphane Vernet, bonsoir et bienvenue, bonsoir. Directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Je voudrais d'abord votre analyse sur cette passation de pouvoir et sur les mots qui ont été choisis. Une erreur regrettée et payée au prix le plus élevé, le plus cruel. Phrase marquante de François de Rugy aujourd'hui lors de cette passation de pouvoir. Pierre Jacquemin, un moment un peu teinté d'amertume, c'est comme ça qu'il faut le voir? Oui, je pense que le mot est bien choisi. Merci. Oui, j'ai vu le titre et donc j'ai trouvé qu'il était assez juste. J'ai trouvé que c'était bon, à la fois un discours, on sent que l'homme est quand même assez atteint personnellement, humainement, et on peut le comprendre. Meurtri, on peut le dire. On peut le comprendre, même si évidemment tout ce dont il est accusé, ou même s'il n'y a pas d'illégalité à travers les accusations dont il a fait preuve, il est forcément une conséquence de choses qu'on ne peut plus accepter. Les dîners, les appartements, même si ça ne dépend pas nécessairement de lui, toutes les décisions ne dépendent pas nécessairement de lui. Maintenant, les découvertes aussi de Mediapart sur l'utilisation de ces indemnités, de ces frais de mandat. Bon, voilà, tout ça fait que ça crée des conditions qui n'étaient plus possibles pour lui. Et par ailleurs, je trouve aussi que, si on devait avoir une analyse plus politique, je trouve que ça crée un effet d'aubaine aussi pour ce gouvernement, qui cherchait aussi un souffle nouveau sur la question écolo. Et François de Rugy, qui n'avait pas d'allié politique, qui était seul, qui avait eu une aventure solitaire depuis très longtemps, politique oui, mais bon solitaire. Soldat aussi. Bon soldat, finalement, ça finit par... je ne sais pas s'il a été si bon soldat que ça par le passé. Et je pense que cette aventure personnelle, il la paye aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il a été Europe Écologie Les Verts, puis après, il a fait la primaire socialiste, puis après, opportunément, il est allé du côté d'Emmanuel Macron, il s'est créé des inimitiés, forcément. Donc, les choses qui sont sorties par la presse, c'est aussi des révélations de personnes qui ont vu en lui quelqu'un qui était très opportuniste et qui n'a pas, finalement, qui avait un parcours
pas forcément très intellectuellement ou même politiquement très cohérent. Oui. Donc, et donc je pense que ça pose un problème. Après, sur la passation en elle-même, j'ai entendu un discours assez politique de François de Rugy, même s'il y avait évidemment aussi une émotion de sa part, mais j'ai entendu le discours de la nouvelle ministre de l'écologie, un discours qu'on pouvait... On va y revenir, d'accord. Très bien, parce que c'est ça qui est le plus intéressant aujourd'hui. Les mots choisis par François de Rugy, il emploie quand même le mot erreur, c'est une première. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Une erreur regrettée. Jusqu'à maintenant, sa défense, c'était de dire qu'il était sûr de son bon droit, droit dans ses bottes, victime d'un lynchage médiatique. Et donc, il avait jusqu'à maintenant, il me semble qu'il n'avait pas du tout exprimé, ou il ne s'était pas exprimé sur ce registre-là. Et donc, il y a une nouveauté. Je pense que ce que paye aussi François de Rugy, c'est de ne pas avoir compris que la France de l'après-Gilets jaunes n'a plus rien à voir avec celle d'avant et que le monde avait changé et que même si dans les premiers éléments qui lui ont été reprochés, il n'y a peut-être rien de répréhensible du point de vue légal, du point de vue de la morale ou de l'image publique, ça ne passe pas. Je rejoins tout à fait Pierre Jacquemin sur le fait d'avoir changé de crèmerie à plusieurs reprises fait qu'en réalité, c'est un homme qui avait brûlé tous ses vaisseaux. Et on a vu au cours de cette crise à quel point il était seul, ce qui explique aussi la force avec laquelle il s'est accroché à son poste, parce que je pense qu'il savait pertinemment que lâcher, c'était condamner tout avenir politique, toute carrière pour lui. Je ne vois vraiment pas comment François de Rugy va pouvoir rebondir, même s'il revient à l'Assemblée, dont il a été le président, il va se retrouver sur les bancs, avec quelle crédibilité, avec quel soutien, avec quelle proximité, qu'est-ce qui va rester dans l'opinion publique, même si une fois que tout aura été dévidé, réglé, etc., et que on voit qu'il n'y a pas grand-chose, peut-être sauf sur la question de l'IRFM, les indemnités de représentants de frais de mandat. Ça, il va falloir regarder ça d'un peu plus près, parce que je pense que c'est ce qui a provoqué la bascule. En tout cas, dans l'opinion publique, ce qui va rester, c'est François de Rugy, c'est le monsieur qui mange du homard. Ouais, les homards et le champagne. C'est vrai, et c'est ça qui doit nous interroger aussi aujourd'hui, c'est-à-dire à partir de quel moment on considère aujourd'hui qu'on a dépassé ou qu'on vit un monde qui n'est pas le monde réel. Et je pense que c'est ça qui doit nous interroger, parce que Emmanuel Macron, quand il s'est fait élire, en tout cas quand il a démarré son quinquennat, ils ont mis en place une grande loi de moralisation de la vie publique qui était plutôt positive, mais sans doute ne va-t-elle pas encore assez loin. Mais il y a aussi un problème, je ne sais pas si c'est un problème générationnel ou un problème culturel, mais j'ai l'impression que dans la nouvelle classe politique, qu'elle soit de droite, de gauche, macroniste et en même temps, je vois que dans les nouveaux ministres, par exemple, je pense à Marlène Schiappa, qui tout de suite, quand elle a intégré son ministère, a imposé une feuille de route à ses chauffeurs, à ses cuisines, en disant on ne fait pas de grands dîners, on reste sobre, et on reste sobre. C'était ça le maître mot. Donc je pense qu'il y a une génération qui commence à faire de la politique en ayant ça à l'esprit. C'est de l'argent public et il faut faire attention à cet argent public. Et par ailleurs, oui, il y a un contre-pouvoir qui s'appelle les médias et ils font leur boulot. Et moi, ça, c'est un truc qui m'a vraiment profondément choqué ces derniers temps, c'est de voir combien Mediapart se faisait accuser avec des titres et puis que ce soit des politiques ou même des journalistes qui accusent Mediapart. Hier soir, voilà, ça n'est pas admissible. Chacun fait son boulot. Et que ce soit M. de Rugy qui en paye les frais aujourd'hui, mais c'est parce qu'il n'a pas eu un comportement aussi très responsable. Alors, parlons d'Elisabeth Borne, effectivement. Petit effet de surprise quand même, hier soir, peu après 23 heures, au moment où le communiqué est tombé. Pas mal de questions autour de sa légitimité en tant que ministre des Transports. Elle passe à l'écologie. Elle y a répondu avec fermeté. C'était au micro de Quentin Calmet et de Cécile Cixous cet après-midi lorsqu'elle est venue défendre le projet de loi énergie et climat au Sénat. Je voudrais qu'on l'écoute. Il ne vous aura peut-être pas échappé que je ne découvre pas ce ministère, que j'ai eu l'occasion de connaître ces dossiers dans des expériences antérieures. Elle est un petit peu sur la défensive. C'est vrai qu'elle est un peu attaquée pour un déficit de légitimité, peut-être. Oui, alors effectivement, moi je pense que c'est lié aussi au fait qu'il y a eu un effet de surprise. D'abord, elle a été nommée très 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 vite. Ouais. C'est ce à quoi cet exécutif ne nous avait pas habitués, mais je pense qu'il a tiré les leçons de ces atermoiements. Et donc c'est l'an 2 du quinquennat. Ils l'ont joué finement, c'est-à-dire qu'on voit bien que la dernière fois, pour la succession de Nicolas Hulot, pour la succession de Gérard Collomb, c'était encore pire. À chaque fois que vous laissez traîner les choses, vous avez pléthore de commentaires, etc., sur la faiblesse supposée du gouvernement, les relations entre le Premier ministre et le Président. Enfin, tout ça est délétère. Et elle remplissait les cases. Mais oui, elle coche les cases. C'est-à-dire que je pense que cette polémique est une mauvaise polémique. En fait, Elisabeth Borne, c'est le couteau suisse. C'est un des couteaux suisses de ce gouvernement. Elle a un parcours professionnel qui est quand même assez étonnant parce qu'elle a bossé dans plusieurs ministères, elle a été dans le privé, elle a dirigé de grandes entreprises, dont la RATP. C'est ce qu'elle faisait avant de prendre le ministère en charge des transports. Mais elle a aussi été préfète
de la Vienne, de la région Poitou-Charentes. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut tout faire et est-ce que l'écologie, non, mais pas un c'est une grosse bosseuse. Elle connaît très bien le ministère de la transition écologique et solidaire, puisque son ministère en faisait partie. Je vous rappelle que dans ses fonctions ministérielles, en 2014, elle a quand même été directrice de cabinet de Ségolène Royal à l'époque où elle était ministre de l'Environnement. Donc elle tombe pas de la lune, Elisabeth Borne. Elle connaît ses dossiers. Encore une fois, c'est une grosse bosseuse. C'est une fidèle. Elle a été en première ligne au début du quinquennat avec la réforme de la SNCF, qui était réputée impossible. Elle l'a fait bien. Non, ben voilà. C'est quelqu'un aussi, et ça on le dit pas assez, qui est très apprécié des élus locaux, parce que dans son boulot de ministre en charge des transports, elle a géré par exemple toutes les questions relatives à ce qu'on appelle les transports du quotidien, mais dont les TER. Et les TER pour les régions et pour ce qu'on appelle les territoires, vu de Paris, c'est quand même un très gros morceau. Et donc dans la démarche, le dialogue, l'écoute, la négo, les présidents de région rendent hommage à Elisabeth Borne, y compris ceux qui détestent le gouvernement, la Macronie, en disant avec elle, au moins on peut discuter, elle écoute, il se passe des choses. Donc elle coche peut-être pas toutes les bonnes cases, mais elle en coche quand même plein. Et en plus, elle a un côté fidèle, bon petit soldat, c'est une vraie bonne technicienne. Maintenant, il faudrait qu'elle devienne un peu plus politique, mais ça, moi, j'ai aucun doute sur sa capacité à progresser en la matière. 2 bémols tout de même, ce sont 2 énormes portefeuilles, les transports, l'écologie, et elle n'est pas nommée ministre d'État. Oui, c'est un mauvais signal. C'est vrai ce que vous venez de dire, et en même temps, est-ce qu'on a besoin Attention Pierre, je vire macroniste. Et en même temps, est-ce qu'on a besoin d'un ministre technocrate? Est-ce qu'on a besoin d'un ministre expert? Je pense que ce que révèle aussi Elisabeth Borne, c'est l'incapacité d'Emmanuel Macron à trouver une incarnation suffisamment forte, suffisamment puissante pour aller taper du poing sur la table, et à Bercy et au niveau de l'Union européenne. Parce que c'est ça l'enjeu. Le vrai ministre aujourd'hui de l'écologie, il est à Bercy. C'est lui qui décide de tout. Et tant qu'on n'a pas une forte personnalité aujourd'hui qui incarne l'écologie, mais tout ça, à la limite même, j'ai envie de dire, le casting, peu importe. C'est aussi là une question de volonté politique. Tant que la volonté politique d'Emmanuel Macron sera celle de favoriser les traités de libre-échange ou de continuer une politique libérale et en réduisant les effectifs et en réduisant les budgets de ce gouvernement, la capacité à investir notamment dans l'énergie renouvelable, ça ne changera rien, ça ne changera finalement rien. La seule bonne chose qu'il ait faite, c'est effectivement d'avoir nommé Nicolas Hulot. Là, il y avait un personnage important qui a incarné l'urgence écologique. Il est parti parce qu'il a expliqué que c'était pas compatible de faire des politiques comme Emmanuel Macron. Et justement, est-ce qu'Elisabeth Borne ne peut pas avoir les épaules et le cran pour dire... Non, moi j'aurais été Emmanuel Macron, je me serais mis à genoux pour essayer d'avoir un député comme Mathieu Orphelin, qui est proche quand même de la sensibilité En Marche, mais qui a surtout une fibre écolo. J'aurais été chercher des Pascal Canfin, qui sont maintenant partis à l'échelle de l'Union européenne, mais s'ils n'ont pas accepté, s'ils n'ont pas été retenus, c'est précisément parce qu'ils veulent un technocrate, quelqu'un qui gère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qui n'a pas une fibre écolo. Et qui n'a pas nécessairement une fibre écolo. On le voit aussi dans le traitement qu'elle a eu de ces dossiers, notamment quand elle a fait la réforme de la SNCF, en éliminant un certain nombre de petites lignes de chemin de fer, quand elle a fait aussi le choix de supprimer la liaison Perpignan, puis de Perpignan à Rungis, c'était une mauvaise idée. Bon, maintenant, tout ça est en train de se remettre en place, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a quand même 20 000 camions qui roulent en plus. Donc, tout ça est totalement incohérent sur les choix qu'il faudrait faire là, maintenant, tout de suite. Donc, je crois que Mme Elisabeth Borne est sans doute pleine de qualités. En plus, elle vient plutôt des rangs de la gauche. Elle a travaillé sous Delanoë, elle a travaillé dans les ministères de gauche. Et effectivement, elle incarne cette sensibilité-là. Mais ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est surtout faire un gouvernement qui soit aux ordres. Ça, c'est sûr, il n'y a aucun risque que Mme Elisabeth Borne démissionne un jour de son ministère pour un désaccord politique. Donc, Emmanuel Macron s'assure de ça, de quelqu'un qui est stable, effectivement, à son poste, mais qui est là que pour mettre en place les décisions qui sont celles d'Emmanuel Macron et sans broncher, sans jamais changer une ligne de ce qu'on lui demandera de faire. Et c'est ça qui est problématique, parce que l'écologie, c'est pas une question de personne, c'est une question d'engagement à long terme, avec une vision de long terme et des investissements aux pressions économiques. Absolument. Ouais. Alors sur la fidélité, la loyauté, la discipline, ça je vous rejoins. Je pense qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute. Après, on peut lui laisser par contre le bénéfice du doute. Vous savez que les gens peuvent se révéler aussi dans les fonctions, et moi je pense qu'elle sera tout à fait en capacité de faire le job. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a un élément aussi déterminant dans le choix d'Elisabeth Borne qui fait qu'Emmanuel Macron ne s'est pas mis à genoux devant Mathieu Orphelin ou Pascal Canfin. C'est qu'il y avait aussi, à mon avis, la volonté d'aller vite, et c'est-à-dire de tuer le match, de réussir à fermer la crise. Exactement. Pas de feuilleton à la Benalla. Exactement. Je pense que ce gouvernement en a vécu plusieurs, et je pense qu'ils ont appris aussi. Et
je suppose que ça a été, c'est peut-être pas l'élément le plus déterminant, mais je pense que ça a été un élément de poids dans ce choix. Parce qu'avec Elisabeth Borne, ça va très vite. Et si Elisabeth Borne à l'écologie était une solution très provisoire décidée par l'exécutif, le temps de réfléchir à un remaniement beaucoup plus large à l'automne dont on parle à cause des futures municipales. On peut se poser la question notamment quand on entend les ambitions exprimées par la ministre elle-même, c'était le mois dernier, écoutez. J'ai déjà eu l'occasion de dire que non, je n'étais pas candidate à Caen. Moi, je ne me sens pas légitime. Vous voyez, je n'habite pas Caen, je n'ai jamais vécu à Caen. Par contre, un mandat local, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je pense que c'est aussi complémentaire. C'est une bonne façon d'être directement sur les problèmes des Français, d'être à leur écoute. Donc, je pense que c'est effectivement un mandat intéressant. Stéphane Vernès, qu'on peut imaginer qu'on lui donne aujourd'hui 2 portefeuilles, mais que ça ne va pas durer longtemps finalement, parce que les cartes seront rebattues, quoi qu'il arrive, avec des ministres candidats. Mais on peut tout imaginer, et il est possible, je ne dis pas probable, mais il est possible qu'effectivement il y a un remaniement ou des changements à l'automne prochain, dans la perspective des municipales. Ce n'est pas la seule ministre qui évoque les municipales. On sait que Gérald Darmanin est extrêmement attaché à sa commune. Juste, oui, nous aussi. Pourquoi ? Merci, j'allais dire Roubaix. Et moi, j'étais sur le Havre. Pourquoi ? Mais vous avez Sébastien Lecornu, qui est premier adjoint au maire de Vertou, dont il a longtemps été maire dans l'Eure. Vous avez Christelle Dubos, qui est intéressée aussi par la commune dont elle a été adjointe en Aquitaine, en Gironde, pardon. D'où ma question sur est-ce qu'en fait, elle ne va pas gérer les affaires courantes jusqu'au mois d'octobre et puis... Alors peut-être, mais il y a autre chose. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi que le gouvernement se fixe des règles très strictes ou très claires par rapport à ses membres. Parce que vous pouvez aussi avoir un certain nombre de ministres qui disent qu'ils font campagne, mais donc ils sont sur des listes, mais en disant je ne serai pas maire, je ne cherche pas à être maire, mais qui se placent sur la liste pour faire basculer le résultat en leur faveur et qui continuent à occuper un poste de conseiller municipal ou d'adjoint, ce qui n'est pas incompatible avec un poste de maire, un poste de ministre, pardon. Donc, Une chose est sûre, c'est qu'Emmanuel Macron va faire des municipales un enjeu extrêmement important. Il a besoin effectivement d'avoir un ancrage local dans de très nombreuses mairies, et y compris sur des très grosses mairies, et notamment plutôt d'ailleurs sur des très grosses mairies. Je pense qu'il y a pour lui un enjeu, c'est effectivement faire émerger des personnalités qui n'existe pas encore beaucoup dans ce gouvernement, et peut-être que, en tout cas si c'est le choix d'Emmanuel Macron, que de faire monter Elisabeth Borne à un ministère aussi important avec une telle visibilité pour la faire lui donner une assise politique et peut-être effectivement solliciter un mandat d'élu local, ça me paraît quand même être un pari un peu risqué, et risqué non pas sur le plan des personnes, mais risqué sur la question qui est celle de l'écologie quand même. C'est ça qui est dramatique dans cette affaire, c'est qu'on fait passer les personnes avant même les urgences climatiques et environnementales, et c'est ça qui est en fait le drame de ces remaniements, de ces départs arrivés. Ces jeux de chaises musicales. Autre sujet que je voudrais aborder avec vous ce soir, c'est le plan du gouvernement pour mettre fin au mal-être des élus locaux et à la crise des vocations. C'est le projet de loi Engagement et Proximité présenté ce matin au Conseil des ministres par Sébastien Lecornu. Dans ce texte, des mesures applicables très rapidement et très concrètes. Difficile de ne pas y voir une opération séduction des maires à 8 mois des municipales. Écoutez. Enfin, un vrai travail sur la formation. Il y a toujours existé des choses sur la formation des élus dans notre pays. Des réponses importantes en matière de protection juridique pour l'élu qui s'engage et qui, à un moment donné, peut être en risque sur le terrain pénal ou sur le terrain civil. Des réponses importantes aussi pour avoir des conseils municipaux qui représentent au mieux la société française telle qu'elle l'est aujourd'hui. Quand on est une jeune maman ou un jeune papa, ou lorsqu'on a une personne en situation de handicap ou de dépendance à la maison, c'est quand même plus compliqué de s'engager et de s'absenter pour aller au conseil municipal ou en commission municipale. Ce sont des mesures donc de solidarité nationale où l'État va prendre en charge un certain nombre de frais de garde. Et puis la question des indemnités que l'on traite de manière pragmatique et sans tabou, où de toutes les évidences, un certain nombre de seuils et de règles ont été imaginées il y a de nombreuses années, mais elles ne trouvent plus forcément leur sens aujourd'hui. Ça en fait des mesures sympathiques pour les maires? Oui, c'est une grande loi en fait. Alors, est-ce qu'elle est pensée dans la perspective des municipales? C'est difficile d'en douter. J'ai envie de vous dire oui et non. En fait, ils ne la sortent pas du chapeau à 8 mois des élections. C'est quelque chose sur lequel Sébastien Lecornu a travaillé dès son arrivée au ministère de la Cohésion des Territoires. Mais à l'époque, il parlait de ce qu'il appelle les héritants de la loi NOTRe, un certain nombre de dispositions qui datent de 2015, notamment la création
séparation des grandes intercommunalités et qui ont fait que vous avez... Mais le mal-être des élus n'avait pas vraiment été écouté au début du quinquennat. On parlait même d'élus malmenés. Non, mais totalement. Sauf que la bascule, elle ne s'est pas faite avec le mouvement des Gilets jaunes, comme ça a beaucoup été dit, mais elle est antérieure, en fait. Et par contre, toute la crise et tout ce qui est sorti autour de la fracture territoriale, de la ruralité, etc., a affirmé, a conforté l'exécutif dans l'idée qu'il fallait travailler le dossier au-delà de ce que Sébastien Lecornu imaginait au départ sur les seuls irritants de la loi NOTRe, quelques corrections à faire. On est passé d'un système dans lequel il avait quelques corrections en tête qu'il a gardées. Par exemple, le fait de pouvoir réattribuer, c'est un peu technique, mais le fait de pouvoir réattribuer la compétence eau et assainissement aux communes, en accord avec les intercommunalités. Pour vous et moi, ça ne dit pas grand-chose. Et pour les élus, énorme. Et derrière, ça conditionne le prix de l'eau, l'accès à la ressource. Donc on est sur du concret aussi. Mais vous avez le fait que le contexte a fait que son projet initial a été élargi pour aboutir à une grande loi, à ce qu'il appelle une loi d'ampleur, et qui balaie très large, effectivement. Pas forcément de calcul politique, selon vous. Mais on peut le voir comme ça, mais il y a un autre calcul, si vous voulez, et puis je vais arrêter là, c'est qu'il y a une question, il y a une vraie question, il y a quelque part une angoisse par rapport au municipal l'année prochaine, c'est combien est-ce que de maires vont se représenter, combien... Voilà. En 2014, vous aviez 40,7% des conseillers municipaux élus qui ne se sont pas représentés. Et là, vous avez un certain nombre d'études et de l'AMF qui tirent la sonnette d'alarme en disant attention, on pense que plus de la moitié des maires ne se représenteront pas. On sait qu'il y aura des communes dans lesquelles il y aura des listes incomplètes. Et ça peut être... pas de maire, d'après et potentiellement pas de maire. Et ça, si vous voulez, ça fait partie des choses qui posent question. Alors, pas dans le jeu politicien, même s'il existe, mais pour la démocratie locale. On a besoin d'une démocratie locale qui se porte bien pour avoir un pays qui se porte bien. Et cette loi, elle est faite aussi, elle a aussi pour vocation de remotiver les troupes, de donner envie d'y retourner. On ne peut pas ne pas imaginer qu'effectivement il s'agit là d'une opération séduction des élus locaux. J'ai dit tout à l'heure, un des grands enjeux pour Emmanuel Macron, c'est d'avoir une assise très confortable au niveau local. Et après les municipales, on sait aussi qu'il y a les sénatoriales. Donc oui, il y a une opération. J'écoute les sénateurs qui m'ont quand même largement sollicité pour conforter aussi, pour... pas aller jusqu'à un statut, ce que je regrette d'ailleurs, c'est pas un statut de l'élu, mais effectivement... Les maires, vous voulez dire. J'écoute les maires, vous voulez dire. Oui, les maires, pardon. Les sénateurs. Non, les sénateurs ont quand même beaucoup insisté, ont fait la pression auprès du gouvernement pour que justement on reconnaisse un statut, même si ce ne sera pas un statut de l'élu, mais pour qu'ils aient des droits nouveaux. Moi, je comprends la colère des élus locaux. C'est quand même eux, aujourd'hui, qui, face à un problème de transport, face à un problème d'emploi, face à un problème de logement, que ce soit une compétence ou pas de la ville ou des communes, on va voir le maire, on va voir l'élu local, les Français vont voir les élus locaux pour se plaindre, pour demander des choses. Sauf qu'aujourd'hui, le pouvoir des élus locaux a été de plus en plus amoindri parce que des budgets en moins, parce que des compétences en moins, et en même temps, on crée des structures intercommunales où c'est là que se prennent les décisions et non plus dans les mairies. Donc, ils sont même plus responsables devant leurs électeurs de choix qui sont pris ailleurs où les gens ne sont même pas élus. Donc, tout ça est un schéma assez ubuesque et au final, c'est ça qu'il faudrait réformer. Donc, très bien, les petites mesures qui sont proposées, le congé, les révalorisations, ça sera très efficace et les élus seront sans doute satisfaits d'un certain nombre de ces mesures, mais il faut aller beaucoup plus loin sur un vrai statut de l'élu, je pense. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. On va plus loin, continue. Place à notre grand débat, #OVPL, si vous avez envie de réagir sur Twitter et si vous avez envie de commenter l'émission. On va maintenant s'arrêter sur la justice prud'homale. Pourquoi ? Eh bien parce que la Cour de cassation vient d'émettre un avis qui va peut-être changer la donne. Elle juge légal le plafonnement des indemnités prud'homales pour licenciement abusif. C'est Emmanuel Macron qui l'avait mis en place, mais il faisait face à un vent de rébellion de certains conseillers prud'homaux qui n'appliquaient pas son barème. Qu'est-ce que cette décision va changer ? On va ouvrir le débat avec nos invités après les premières explications d'Adrien Develay. C'est une petite victoire pour le gouvernement. Après 3 mois d'examen, la Cour de cassation a tranché. Le barème prud'homal est compatible avec les normes internationales. Pour cet avocat spécialiste du monde du travail, il est peu probable que les conseillers ne suivent désormais pas l'avis de la Cour. Elle dit, la Cour de cassation encore une fois, très clairement que le barème Macron, qui prévoit des minima et des maxima variables en fonction de l'ancienneté du salarié, ce barème est valable et en particulier il est compatible avec les conventions internationales ratifiées par la France. Et donc il doit s'appliquer. Mais je vois mal les conseils de prud'homme et les cours d'appel faire de la résistance et entrer en guerre contre une position de la Cour de cassation.
Mesure symbolique de la loi travail et des ordonnances Macron, ce barème fixe depuis 2017 les indemnités en cas de licenciement abusif. Le minimum, 1 mois de salaire en dessous d'1 an d'ancienneté et le maximum, 20 mois de salaire au-delà de 28 ans dans la même entreprise. L'avis de la Cour de cassation a été demandé par les conseils des prud'hommes de Louviers et de Toulouse. Ces deux juridictions souhaitaient savoir si le barème est conforme aux textes internationaux, comme la Convention de l'Organisation internationale du travail ou la Convention européenne des droits de l'homme. La décision, très attendue, vient contredire la vingtaine d'affaires pour lesquelles des conseillers prud'homaux sont passés outre le barème, fixant des indemnités plus élevées que celles préconisées. Des décisions qui avaient fait répliquer la garde des Sceaux Nicole Belloubet dans une circulaire adressée aux procureurs généraux, leur demandant d'être informés des décisions des conseils prud'homaux. Avec nous pour le grand débat d'OVPL ce soir, Antoine Lioncan, bonsoir, professeur émérite de droit du travail à l'université de Nanterre et directeur de la revue du droit du travail. Bienvenue à vous. Sophie de Menton, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Chef d'entreprise, présidente du mouvement patronal éthique qui vient de publier L'économie française en 2019, encore des verrous juridiques et nos solutions. Michel Bogas, bienvenue à vous. Vous êtes secrétaire confédéral secteur emploi chez Force ouvrière. Et Guillaume Bredon, bienvenue à vous, avocat et expert en droit social à la Fondation Concorde. Merci à tous les quatre d'être ici. Michel Bogas, une réaction à cet avis de la Cour de cassation qui valide donc ces ordonnances Macron et ce plafonnement des indemnités prud'homales. J'imagine que vous êtes en colère ce soir. Écoutez, à Force ouvrière, on comptait plutôt d'ailleurs sur les recours internationaux, puisque nous avons quand même 2 recours auprès de l'Europe et auprès de l'OIT qui sont en cours et qui un jour donneront, je l'espère, vous n'espériez pas grand-chose mais là, ce n'est qu'un avis de la Cour de cassation. En fait, ça ne tient pas le juge. Et la motivation exprimée par la Cour est assez succincte, je trouve. Et en plus, ça serait contradictoire, puisqu'elle dit que la Convention 158 laisse de l'espace aux États pour régler, pour faire un barème sur des litiges individuels. Et puis, de l'autre côté, écarte l'article 24 de la Charte sociale européenne au prétexte justement qu'elle ne peut pas s'appliquer sur des litiges individuels. Donc il y a quand même quelque chose donc un avis qui ne compte pas beaucoup à vos yeux. On va poursuivre. En tout cas, pour Force ouvrière, je pense que les conseils de prud'homme pourront toujours continuer à résister je les invite à résister encore et encore face au barème. Sophie de Menton, on a entendu le MEDEF se satisfaire de cette décision et nous dire que ça va mettre enfin un terme à ce vent de contestation, ce vent de rébellion. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est favorable et non seulement c'est favorable, mais ce qui aurait été grave, c'est que la Cour de cassation décide que ce n'était pas valable. Parce qu'il y a quand même une prévisibilité pour les chefs d'entreprise qui est nécessaire. Il y a la confiance quand même dans la réforme, la confiance dans les lois qui passent, que ce soit la loi Pacte ou les autres. Et donc ça aurait été terrible de voir en plus que c'était pas valable. Et sincèrement, je pense qu'un gouvernement qui avait travaillé sur ce sujet, qui avait réfléchi, qui avait limité, qui s'était rendu compte du dommage quand on ne limitait pas ces indemnités et que l'employeur, la PME, ne savait pas du tout ce qui allait lui tomber sur le dos, je pense que c'était négatif pour l'emploi. On n'avait pas envie de recruter en CDI et ça aurait été terrible qu'il soit désavoué. Je pense que le contraire aurait été terrible. Antoine Lioncan. Je pense que ce n'est pas fini. Parce que l'avis est un avis de compatibilité, comme on appelle, abstrait. C'est-à-dire, la Cour de cassation, dans son avis, dit « la loi française n'est pas, en soi, incompatible ». Elle ne dit pas qu'elle est valide, d'ailleurs. Elle n'est pas incompatible. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Ce qui reste, c'est que les conseils des prud'hommes peuvent contrôler l'application du barème et décider que l'application est excessif au regard des conventions internationales, c'est-à-dire ce qu'on appelle le contrôle concret. Et ça, les conseils des prud'hommes vont le faire, certainement, parce que c'est une pratique extrêmement courante de regarder si la loi ne conduit pas à des résultats insupportables. Et on sait qu'il y a déjà une possibilité pour le harcèlement, il y a énormément de cas. Non, mais oui, mais c'est pas exactement comme le problème du harcèlement. Là, la Convention internationale exige, notamment la Convention 158, que la réparation soit adéquate, c'est le maître mot, réparation adéquate, et les juges peuvent dire non, pour quelqu'un qui a 2 ans d'ancienneté, lui donner 1 mois de dommages d'intérêt, c'est pas adéquat.
Alors moi, ce que je comprends quand je vous entends, c'est qu'en fait, c'est pas du tout terminé, Guillaume Bredon. Ça veut dire que cet avis de la Cour de cassation, qui était censé mettre un terme quand même à cette espèce de flou juridique, presque à ce bazar, pourrait-on dire, en fait, c'est pas fini. Moi, je partage pas du tout ce point de vue. Je pense que la Cour de cassation, en donnant ses avis, tire un trait définitif au débat. Et je pense que peut-être que des conseils de prud'homme vont résister, peut-être que des cours d'appel elles-mêmes vont résister. Enfin, on peut avoir une autre interprétation, une autre lecture. Moi, je pense que, après tous les débats qu'il y a eu, parce que la Cour de cassation n'a pas sorti cet avis comme ça de son chapeau, elle a beaucoup réfléchi, ils ont beaucoup pétitionné, ils ont consulté la totalité des juristes de la place, et donc ils se sont prononcés en conscience pour justement indiquer quelle allait être leur position dans tous ces contentieux, et pour sécuriser finalement les entreprises, les salariés aussi, parce que le principe du barème, il n'est pas que négatif pour les salariés. Il y a un plancher et un plafond, mais également un plancher. Si à partir du moment où on considère que tout barème ou tout forfait n'est pas valable, ça veut dire qu'il y a beaucoup de condamnations forfaitaires dans le Code du travail qui doivent disparaître. Donc, de mon point de vue, vous dites qu'il n'y en a pas. Un mois de dommage à intérêt lorsque la procédure de licenciement n'est pas suivie. Un mois, c'est un forfait. C'est un mois minimum. Enfin, oui, c'est un minimum, mais le minimum, c'est un forfait. Non, mais là, c'est les maximums. Ça vient obérer la capacité du juge à sanctionner comme il l'entend en fonction du préjudice réel. Si vous dites qu'il y a des planchers, je comprends qu'on puisse contester le plafond, mais dans ce cas-là, il faut contester à la fois les plafonds et les planchers. Le seul effet des barèmes, c'est d'empêcher le juge d'aller plus haut. C'est le seul effet. Ne nous racontons pas d'histoire. C'est vrai que c'est a priori ce qu'on souhaitait, parce qu'on ne savait jamais jusqu'à quel niveau le chef d'entreprise pouvait avoir à payer. Est-ce que ça a eu une réelle efficacité, l'idée de ce plafond et de ce plancher? 40% de prud'homme en moins. Non, mais c'est pas ça. C'est sur le fait d'embaucher. Non, pardon, mais l'objectif de cette loi, c'était aussi de déverrouiller l'emploi et de permettre aux chefs d'entreprise d'embaucher plus facilement, en se disant après tout, si j'embauche en CDI, je n'aurai pas forcément de prud'homme au bout, ou en tout cas pas des sommes énormes à verser. Est-ce que ça a marché, ça? Pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'il faut quand même être là, honnête. la question. C'est vrai qu'on essaie d'engager en CDI, mais que la période économique, la stabilité actuelle, certains métiers fait qu'on avance de plus en plus vers une période et vers un monde où le CDI est plus difficile. On a beaucoup besoin de CDD, c'est un vrai problème. Donc je dois être honnête. Autant ça facilite les négociations avant, autant c'est efficace, autant ça enlève une certaine peur de recruter, autant je ne peux pas vous dire que c'est miracle et qu'on va recruter... Oui, mais il est un peu tôt pour le dire, moi je pense qu'il est un peu tôt pour le dire. Il y a un autre... C'est décembre 2017, on est en juillet 2019. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que... Alors, une loi pour rien, peut-être. Il y a une autre donnée qui est importante. Non, Antoine Yancan ? Oui, il y a une autre donnée qui est importante, c'est qu'il y a une étude qui a été faite sur les cours d'appel de Lyon et de Grenoble pour comparer ce que donne le barème et ce que allouaient les cours d'appel avant. Eh bien, il y a une baisse de plus de 65%. Donc ça veut dire que les salariés, ils ont quand même beaucoup perdu dans cette opération. Et ça, on oublie de dire ça, parce qu'on dit c'est la sécurité pour l'employeur. Je n'en sais rien à dire vrai si c'est vraiment la sécurité. Mais en tout cas, pour les salariés, c'est vraiment une insécurité. Objection, car 40% de prud'homme en moins. 15%. 40%. Non, mais c'est les sur 3 ans. 40% sur 3 ans, oui. Mais ça, donc ça veut dire que ça ne rentre pas dans les stats. Ça veut dire que, surtout, ce qui est très bénéfique, c'est qu'on négocie. On négocie, le patron négocie avec le salarié. Croyez-moi, et vous le savez bien, le salarié français est très protégé. Et c'est tant mieux, mais il est très protégé. Je veux dire qu'il n'y a pas vraiment de problème majeur. On négocie aussi avant. Alors, Michel Bogas a peut-être envie de réagir. Oui, non, mais parce que, le plancher, il existait avant, puisque, en fait, au bout de 2 ans, on avait le droit à 6 mois quand même, alors qu'aujourd'hui, c'est 3. Donc, on a quand même tout divisé par 2. 6 mois, hein. Et le plafond, enfin, quand vous avez 30 ans d'ancienneté, que vous faites licencier injustement, voilà. Moi, le juge pouvait apprécier. Moi, j'ai été conseiller prud'homme pendant 20 ans au Conseil de Caen. J'ai été président général du Conseil. J'ai rendu du jugement. Il y a des régions, par exemple en Normandie, que je connais bien. À Caen, vous pouvez retrouver facilement un peu du travail. Mais une région qui s'appelle Vire, où il n'y a plus aucune entreprise. Eh bien, quand quelqu'un est licencié dans cet endroit, le juge peut apprécier on parle de licenciement abusif, on est bien d'accord. Que le juge peut apprécier que c'est bien plus de 20 mois pour réparer le préjudice. Aujourd'hui, on ne peut plus. Non, il y en a qui sont plus abusifs que d'autres. Oui, non, j'ai pas dit abusif. J'ai dit c'est toujours là, on parle de ça, injuste ce soir. et violent. Et que, en l'occurrence, quand une entreprise licencie en plus un salarié au bout de 20 ans ou 30 ans, c'est qu'elle n'a plus les moyens de le garder. Donc il faut savoir que ça coûtait tellement cher. Oui, mais on parle vraiment des licenciements abusifs. Franchement, le plafond à 20 mois...
l'expérience m'a montré que des condamnations en plus de 20 mois, il y en avait très très peu dans la réalité. Ouais. Et moi, j'observe que pour les fortes anciennetés, le plafond est à peu près égal à ce que j'observais. Donc, je ne crois pas que ce soit sur ce terrain-là que... Pour faire ces plafonds, c'est appuyé sur des moyennes, justement des recours. C'est donc le discours des entreprises pour dire qu'il y avait un grave danger et qu'ils allaient payer très cher. Non. Ouais. Puisque la moyenne, c'est ce qui a été mis dans le plafond et on retire la liberté du juge. Vous devriez être satisfait de cette décision. Mais non, vous êtes content. Je voudrais qu'on passe au deuxième chapitre de ce débat, qu'on s'intéresse à ce que font nos voisins européens. Plafonnent-ils, eux, les indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif? Eh bien, la réponse est plutôt oui, et on va peut-être revoir ce tableau ensemble. En Allemagne, c'est jusqu'à 18 mois de salaire brut pour les salariés âgés de plus de 55 ans et avec une ancienneté supérieure à 20 ans dans l'entreprise. En Belgique, plancher de 3 semaines et plafond de 17 semaines de rémunération. En Suisse, plafond à 6 mois de salaire. En Suède, c'est réglé à l'amiable dans la majorité des cas. En Finlande, plancher de 3 mois de salaire et plafond de 24 mois, 30 mois même pour les représentants syndicaux. La comparaison européenne, elle a été très utile à Muriel Pénicaud, ministre du Travail, lorsque la réflexion a commencé sur le sujet. Souvenez-vous, c'était en juin. En cas de licenciement, il y a 3 indemnités, enfin il y en a 2 plus exactement. L'indemnité légale, fixée par la loi, l'indemnité conventionnelle, fixée par la branche ou l'accord d'entreprise. Et puis, si le juge reconnaît que le licenciement est abusif, n'aurait pas dû avoir lieu, il y a des dommages à intérêts. C'est cette partie-là dont on discute. Sur les barèmes, tous les pays européens ont une barémisation, c'est-à-dire il y a un plancher, un plafond. Alors, juin 2017, il y a pile 2 ans, j'ai oublié de préciser, c'était important, c'était au moment de la réflexion. Vous dites, c'est totalement faux? C'est faux. D'abord parce que le plafond finlandais a été déclaré incompatible avec la Convention, la Charte sociale européenne. Il y a un précédent finlandais, c'est vrai. Oui, le précédent finlandais, dont on a beaucoup parlé devant la Cour de cassation. Et c'est hors jeu. Par ailleurs, en Allemagne, il faut l'autorisation, l'accord du conseil d'établissement pour licencier. Donc le contexte est absolument différent. C'est rarissime qu'un employeur se lance dans un licenciement injustifié. Et de toute façon, le salarié a le droit d'être réintégré en Allemagne. Alors, vous nous avez pris 2 pays, mais globalement, la tendance est quand même plutôt plancher-plafond. Non, parce que l'Italie, par exemple, la Cour constitutionnelle a déclaré non conforme à la Constitution le barème. Donc, il reste quoi? Il reste l'Espagne, et je peux expliquer pourquoi le ministre se trompe. C'est en 1980, au moment du passage à la démocratie, que l'Espagne a adopté son statut des travailleurs et a estimé que, n'étant pas habitué à une justice démocratique, il fallait guider les juges. Aujourd'hui, en France, on n'a pas besoin de guider les juges. Ils sont des grands, depuis le Conseil des prud'hommes jusqu'à la Cour de cassation, ils savent leur métier. Et donc, le seul exemple, c'est vraiment l'exemple de l'Espagne. Et l'exemple de l'Espagne, à mon avis, ne fait pas ce que la loi européenne. Et oui, les pays que je vous ai cités, la Belgique, la Suisse, il faut une délibération du conseil d'établissement pour les licenciements. Donc on est dans des contextes radicalement différents. Sachant qu'en Europe, on est très en avance sur tout le reste du monde. Oui, en la matière. Mais c'est quand même aussi important par rapport à une mondialisation, à tout ce qui se passe dans le monde. On est considérablement en avance pour la protection du salarié en Europe. Je pense que comparaison n'est pas raison, parce que l'exemple de la Finlande, où on monte 24 mois, il faut comprendre que pour la Finlande, ça incorpore les indemnités conventionnelles de licenciement, les indemnités légales et conventionnelles. Alors en France, le barème, c'est en plus des indemnités légales de licenciement, qui au passage, au moment des ordonnances Macron, ont été majorées. Donc il y a une majoration des indemnités légales, et les plafonds dont on parle, c'est les plafonds qui viennent en plus. Pas quand il y a réparation, parce que si vous êtes licencié pour faute grave, vous n'avez aucune indemnisation. D'accord. Et ça peut être abusif aussi. Si c'est abusif, ça rentre dans le forfait. Non, mais pour répondre à votre question, si vous voulez, tous les pays européens ont été marqués par une sorte de, disons, doctrine. Il faut sécuriser les entreprises pour permettre des recrutements. Tous. Pour flexibiliser le marché de l'emploi. Tous, mais parce que c'est un peu l'idéologie européenne, on va dire, de l'Union européenne. Ça ne veut pas dire que ça soit une idéologie qui soit, disons, pertinente. C'est pas parce que l'Italie, l'Espagne ont été tentés par ça qu'il faut dire que la France doit se laisser tenter. Pourquoi vous dites que c'est une idéologie? C'est extrêmement concret. Oui, c'est la croyance, parce que c'est indémontrable. Comme vous le savez. Vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, parce que vous êtes d'une honnêteté à laquelle je rends un hommage vibrant. Il est absolument établi qu'on ne peut pas faire de corrélation sérieuse entre le montant et les facilités de licenciement et les recrutements. À plus long terme,
on arrive quand même un peu. On peut simplement observer que dans la plupart des pays d'Europe, le taux de chômage est inférieur au nôtre. Exactement. Non, mais ça n'a absolument... voire très inférieur. Comme le dit très bien Madame de Menton, ça n'a rien à voir. Par exemple, en Espagne, 34% des contrats sont des contrats à durée déterminée. Donc, dans l'Espagne, c'est pas le taux de chômage est plus important. Mais par contre, dans les pays anglo-saxons qui appliquent les forfaits, le taux de chômage est bien inférieur. En attendant, le chômage baisse. Depuis que Macron essaie d'intervenir, le chômage a baissé. On n'a jamais eu des chiffres aussi bons. Michel Bogas, c'est très facile. Si montez, vous diriez que c'est à cause de la loi du travail. Non, mais sur les comparaisons, je pense que la démonstration vient d'être faite. D'autant plus qu'il y a d'autres recours. C'est pour ça que nous, on espère que nos recours, que ce soit devant l'OIT ou devant la... Vous espérez une réponse quand, d'ailleurs? Alors, écoutez, ce sont des procédures un peu longues. Je pense que nous n'aurons, en tout cas sur l'Europe, sur le recours au niveau européen, nous n'aurons pas de réponse avant l'été 2020. Donc vous voyez, il y a encore... Et vous espérez, comme en Finlande, que ce soit retoqué bien évidemment, puisque par le droit européen. Ça n'aura pas d'effet direct immédiat dans les législations françaises. Moi, ce que je trouve, c'est vraiment fondamentalement le recours au prud'homme. Et ce que j'espère, c'est que cet avis va faire que ça va continuer et que le recours au prud'homme va baisser. C'est pas sain. Il faut qu'il y ait des accords entre les employeurs et les salariés. Alors, vous avez la phase de conciliation au Conseil de prud'homme. Vous pouvez aller d'abord à la conciliation. C'est bien mieux de négocier. Et là, alors, vous faites bien d'élargir parce qu'au-delà de cette question du plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif, il y a un problème plus général autour de la justice prud'homale. 4 sénatrices viennent tout juste de publier un rapport. Il y a la question de la lenteur, c'est ce qu'elles pointent. Les délais de jugement moyens dépassent 16 mois, voire plus de 30 lorsqu'un juge départiteur doit intervenir. Voilà ce qu'elles nous disent. Et elles parlent d'une juridiction mal aimée. Je vous propose d'écouter la sénatrice LR Agnès Canaillé au micro d'Alizé Boissin. Écoutez. On sent aujourd'hui effectivement que les conseils des prud'hommes sont assez mal aimés au sein de la justice française, mais surtout cela est appréhendé de manière très inégale sur le territoire et que cette désamour des CPH dépend d'un territoire à l'autre parce qu'il y a des domaines dans lesquels, des lieux dans lesquels ces CPH sont plus efficaces, répondent mieux aux exigences et aux besoins des justiciables, d'autres dans lesquels ils sont embolisés et fonctionnent de manière peu satisfaisante. Guillaume Bredon, vous partagez ce constat? Il y a de toute façon un problème plus général autour de la justice prud'homale, trop lente, mal adaptée. Elle est lente dans certains conseils. Effectivement, il y a des endroits où c'est insupportable, tellement c'est long. Et donc, c'est pour ça que ça me fait rebondir sur le fait qu'il faut négocier avant, il faut se mettre d'accord avant. Et le fait qu'il y ait des planchers et des plafonds permet en pratique, et je le constate tous les jours, de rapprocher les parties, puisque vous rapprochez les positions, et donc c'est toujours plus facile de parvenir à l'accord. Mais oui. Il y a aussi... Alors c'est vrai que selon les conseils de prud'homme, vous avez des délais d'audiencement qui peuvent être radicalement différents. Hein. Franchement, et ça s'accentue beaucoup, le contraste s'accentue. Le rapport dit aussi qu'il faut augmenter les moyens de la justice prud'homale. Absolument, on va y venir, ne vous inquiétez pas, j'ai les préconisations, j'ai la liste. Et quand même une chose qu'il faut dire, vous allez protester en disant que c'est la révolte du patron, mais au prud'homme, généralement, l'employeur perd. Non. Je veux dire que quand on va au prud'homme, c'est quelque chose dans les PME, c'est une terreur. Je veux dire que l'employeur perd. Donc il a tout intérêt à négocier avant. Je rappelle quand même que la composition des conseils de prud'homme est paritaire. Oui, il y a des employeurs et des salariés. Oui. Donc on ne peut pas remettre en cause... Antoine Lioncan, est-ce que dans les faits, il est souvent favorable aux salariés plus qu'à l'employeur? C'est vrai qu'il est assez sensible à la position du salarié, ce qui n'est pas absolument surprenant parce que c'est la partie faible dans un rapport. Bon, maintenant que les conseils des prud'hommes ne marchent pas bien, ça tient aussi à des formes d'antagonisme à l'intérieur des conseils des prud'hommes. Et puis, j'oublierai pas, parce que c'est une très belle phrase qu'avait tenue un grand avocat aujourd'hui mort, c'est la plus grande université de France, les conseils des prud'hommes. Pourquoi? Parce que des employeurs comme des salariés qui n'ont pas de formation juridique, qui ont eu un sens du travail bien fait, ils se forment pendant des années à juger ce que se passe chez les autres. Et donc, ça serait une très grande perte, cette immense université sociale, finalement, que sont les prud'hommes. Je ne sais pas ce que ça aurait comme effet sur le fonctionnement même des petites et moyennes entreprises, puisque c'est là qu'on forme souvent des petits patrons qui apprennent, au fond, les guides qu'ils doivent suivre. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a dans le fonctionnement, mais dans le fonctionnement, évidemment, tout
tout est critiquable parce que les délais, tout a été très bien dit. Toute notre justice est horriblement lente. Oui, mais alors on ne va pas élargir à toute la justice, si vous voulez bien, Sophie quand même Menton. que pour les conseillers de prud'homme, les conseillers prud'homme font ça sur leur temps personnel. Oui, oui. Alors, ils sont bien évidemment, payés, on met un peu plus de temps à rédiger un jugement quand c'est sur votre temps personnel après votre journée de travail que, bien évidemment, quand on passe sa journée dans bien des à cas, rédiger ils ont des heures de jugements. délégation qui sont payées et ils sont remboursés pour ça. Non, ils sont passés pas Michel en plus de Bogas, leur journée de travail, c'est fou. puisqu'on parlait des préconisations de ce rapport, j'ai effectivement préparé une liste, puisque les 4 sénatrices, à l'issue de leur constat, ont fait des préconisations. Je vous en cite quelques-unes. Adapter la procédure pour créer les conditions de la conciliation. Donc ça, c'est ce que vous disiez, Sophie de Menton. Renforcer les moyens, notamment en greffier et en juge départiteur. C'est ce que vous disiez, Michel Bogas. Mettre en place une obligation de formation continue pour les conseillers prud'homaux, sous la responsabilité de l'École nationale de la magistrature. Et enfin, renforcer leur dimension juridictionnelle par des symboles, comme le port de la robe. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est pas ça qui fera fonctionner mieux les conseils de prud'homme. La robe, non. Mais le reste, c'est sérieux. Non, moi je pense que. Vous n'êtes pas convaincu? Non, moi je pense que la formation, elle doit être faite avant de prendre des fonctions. On ne peut pas attendre des années avant d'être formé pour juger des cas dont dépend la vie de petites entreprises ou même la vie de salariés, puisque finalement c'est très affectif. C'est pas un détail la robe non plus. Oui, ils ont une médaille. Honnêtement, et le fait d'appeler cela tribunal, c'est pas ça qui rendra le jugement plus efficace. Non, mais le respect de la loi, le respect de ce qui a été dit. Et je veux dire qu'il y a aujourd'hui. Voilà, c'est pas fondamental, mais c'est pas mal. Aujourd'hui, les conseillers sont choisis, sont sélectionnés par les organisations professionnelles d'employeurs et par les organisations syndicales. Et nous les c'est aux organisations de choisir vraiment les personnes les plus aptes à remplir cette fonction. Elles prennent aussi dans le milieu patronal ceux qui veulent bien, c'est pas évident parce que c'est chronophage, parce qu'ils ont autre chose à faire. Oui, ils ont autre chose à faire et je vous garantis que c'est pas facile. Je pense que ça mériterait une formation initiale plus importante. Mais il y a une formation aujourd'hui sous l'égide des magistrats, à la rédaction des jugements et à... Elle dure combien de temps cette formation? Je crois que c'est 3 semaines à peu près Oui, mais ou peut-être un peu plus. Les organisations syndicales forment leurs conseillers. En moyenne, 3 semaines par an. Donc, je veux dire, nous avons des conseillers prud'hommes qui sont formés au droit et au droit du travail, et à apprécier et à connaître la jurisprudence. Donc, ce sont des gens qui sont parfaitement formés. Alors, peut-être pas tout à fait la première année, mais au bout de 2 ans d'exercice, bien évidemment, et le mandat, vous savez bien qu'il est assez long, il est 5 ans, et l'avant-dernier a duré 9 ans. Donc, au bout de 9 ans, les conseillers prud'hommes savaient à peu près de quoi ils retournaient, et on pouvait espérer que leur jugement soit semi-professionnel. Oui, mais il y a beaucoup de juristes d'entreprise. Par exemple, dans les grands conseils des prud'hommes, ce sont souvent des DRH ou des directeurs des affaires juridiques très compétents. Le vrai problème, notamment dans les grands conseils des prud'hommes, c'est que les juges départiteurs ne sont pas mobilisables facilement. Normalement, le Code du travail limite le temps qui doit s'écouler entre le constat on n'est pas d'accord et l'arrivée du juge départiteur. Et normalement, je crois que c'est dans le mois qu'il devrait statuer. Et quelquefois, je ne cite aucun conseil des prud'hommes de la région parisienne. Il y en a un qui est très malade. C'est plusieurs années. Donc là, il faut que la justice... C'est terrible pour les deux, et pour le salarié et pour le patron. Oui, et en même temps, ils sont surchargés. Donc les préconisations, moi, la différence de mon confrère, je les trouve relativement sages et sérieuses. C'est-à-dire renforcer le nombre de juges départiteurs. Personnel de greffe. Obligation de formation continue, renforcer leur dimension juridictionnelle par des symboles comme le port de la robe. Moi, je suis très attaché à la médaille. Voilà, je l'ai portée pendant plus de 20 ans. Je suis très attaché à la médaille parce que justement, c'est la juridiction du travail. On est jugé par ses pairs et on n'est pas caché sous une robe. Et la conciliation, c'est la vocation historique de ces conseils de prud'homme. C'est aussi ça quand même. C'est peut-être à cela qu'il faut revenir. Et ça fonctionne pas. Ça fait plusieurs réformes qui essaient de faire en sorte que le jour J, on se mette d'accord. En réalité, si on doit se mettre d'accord, on se met d'accord avant, parfois après. C'est complexe. Mais pas du tout là-bas. Très rarement. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça peut arriver, mais pourquoi dire à un moment donné, quand vous êtes en litige, que c'est ce jour-là que vous devez vous mettre d'accord? C'est compliqué. Mais ça montre qu'on aurait dû rester au barème indicatif. C'était très sage. Et on en revient donc au début. Oui, parce que c'est ça. C'est intéressant, vous bouclez la boucle. Oui, parce que je tenais à le dire. On est passé au barème impératif, ce qui est assez humiliant pour le salarié, parce qu'on évalue à l'avance quelle est la valeur de l'emploi qu'il a perdu. Vous voyez, donc il est dans sa dignité lui-même atteint. Il est déjà blessé. C'est ontologiquement insupportable cette idée-là, qu'on évalue
la perte injustifiée de l'emploi à une somme. Bon, mais passons ça. Le barème indicatif, c'était une assez jolie proposition. Et ça permettait, en conciliation, de discuter justement. L'incertitude est ce qu'il y a de 30 secondes pire. pour conclure, Sophie de Menton. Moi, je pense que l'incertitude est ce qu'il y a de pire. Je pense qu'il faut faire évoluer les choses. Vous allez voir, ça va être encore plus incertain maintenant. Écoutez, pour l'instant, ça ne l'est pas. Et les patrons que je représente étaient très satisfaits de cette mesure et pensaient que c'était la chute des prud'hommes, c'est symbolique. Et on a bien compris vos messages respectifs ce soir. Merci infiniment d'avoir participé à ce grand débat. Fin de cette émission. On se retrouve demain en direct, toujours à 18h30 sur Public Sénat. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.